Le silence du capitaine. Quand la dignité devient une arme, dans l'obscurité des temps modernes, quand les nations vacillent et que les peuples cherchent leur chemin, surgit parfois une lumière inattendue. Cette lumière ne vient pas toujours avec fracas, ni avec les tambours de la propagande. Elle naît dans le silence, dans cette dignité farouche qui refuse de plier, dans ce regard déterminé qui traverse les tempêtes sans ciller. Au cœur du Burkina Faso, terre des hommes intègres, un jeune capitaine a compris ce que peu d'hommes saisissent dans leur existence entière, que le silence, lorsqu'il est habité par la conviction, devient l'arme la plus redoutable qui soit. Ibrahim Traoré n'est pas monté au pouvoir avec les artifices du politicien classique. Il n'a pas promis la lune avec des mots creux. Il n'a pas séduit les foules avec des discours empruntés aux manuels occidentaux de communication. Non, il s'est levé dans un moment où son pays saignait, où le terrorisme déchirait les villages, où les mères pleuraient leurs enfants disparus dans la nuit. Il s'est levé parce que le silence des dirigeants était devenu assourdissant, parce que l'inaction était devenue complice, parce que l'abandon était devenu politique. Et quand il a pris la parole, ce ne fut pas pour parler de lui, mais pour incarner une voix collective, celle d'un peuple fatigué d'attendre, fatigué de supplier, fatigué de mourir dans l'indifférence. Le Burkina Faso porte en lui l'héritage de Thomas Sankara, ce révolutionnaire romantique qui osa défier les empires et rêver d'une Afrique debout, fière, souveraine. Sankara fut assassiné pour ses idées, pour son audace, pour avoir osé dire non à la France-Afrique, non à la dette illégitime, non à l'humiliation permanente des peuples africains. Pendant des décennies, son héritage sembla enseveli sous les décombres des régimes corrompus et des compromissions honteuses. Mais la graine qu'il avait plantée continuait de germer dans le cœur de la jeunesse africaine. Cette graine portait un nom, dignité. Elle portait une promesse, liberté. Elle portait une exigence, souveraineté. Quand Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso en septembre 2022, ce n'était pas un coup d'État de plus dans le triste défilé des putschs africains. C'était le sursaut d'une génération qui refuse de voir son pays sombrer, qui refuse les solutions toutes faites imposées de l'extérieur, qui refuse de céder son destin à des puissances étrangères qui n'ont jamais eu d'autre intérêt que l'exploitation. À 34 ans, ce jeune officier formé dans les académies militaires africaines comprenait mieux que quiconque que la bataille pour l'Afrique ne se joue pas seulement avec des armes, mais d'abord dans les consciences, dans la reconquête de la fierté africaine, dans le refus absolu de l'infériorité programmée. L'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas née dans les livres marxistes ou dans les théories importées. Elle est née dans la poussière du Sahel, dans les villages attaqués, dans les regards terrifiés des populations abandonnées. Elle s'est forgée dans la compréhension intime que la souveraineté n'est pas un concept abstrait pour intellectuels en chambre, mais une question de vie ou de mort. Quand ton pays ne contrôle plus son territoire, quand des groupes armés dictent leurs lois, quand les populations fuient leurs terres ancestrales, il ne reste plus qu'une option, reprendre le contrôle ou disparaître. Mais la vision de Traoré dépasse la simple question sécuritaire. Il a compris que la guerre contre le terrorisme cache souvent une autre guerre, plus insidieuse, plus dangereuse encore, celle contre la souveraineté économique et politique de l'Afrique. Pourquoi les ressources du Burkina Faso continuent-elles d'enrichir des multinationales étrangères pendant que le peuple vit dans la pauvreté? Pourquoi les décisions stratégiques du pays doivent-elles recevoir l'aval de capitales lointaines? Pourquoi les militaires africains doivent-ils attendre le feu vert d'alliés occidentaux pour défendre leur propre territoire? Ces questions, que peu osaient poser ouvertement, Traoré les a posées sans détour, assumant pleinement les conséquences de sa lucidité. Le panafricanisme n'est pas pour lui une nostalgie romantique des années 60. C'est une nécessité géopolitique du XXIe siècle. Comment des nations fragmentées, isolées, en compétition les unes contre les autres, pourraient-elles peser face aux géants mondiaux? Comment l'Afrique pourrait-elle négocier d'égal à égal si elle reste divisée, si elle continue de mendier son développement, si elle reste prisonnière des logiques héritées de la colonisation? L'Alliance des États du Sahel, créée avec le Mali et le Niger, n'est pas un simple arrangement militaire. C'est l'esquisse d'une nouvelle architecture régionale, fondée sur la solidarité entre peuples qui partagent les mêmes défis, les mêmes ennemis, les mêmes aspirations. Si vous sentez votre cœur battre plus fort en lisant ces lignes, si quelque chose en vous reconnaît cette soif de dignité, alors ne restez pas spectateur passif de cette histoire en train de s'écrire. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez ce message, rejoignez ce mouvement de conscience qui traverse l'Afrique, car chaque voix compte, chaque regard qui s'ouvre compte, chaque âme qui refuse la résignation compte. Le leadership d'Ibrahim Traoré détonne dans le paysage politique africain contemporain. Il ne porte pas de costume 3 pièces taillé à Londres.
Il ne multiplie pas les voyages officiels dans les palais européens pour mendier l'aide au développement. Il ne cherche pas à plaire aux médias internationaux qui continuent de représenter l'Afrique comme un continent d'éternels assistés. Il porte son treillis militaire avec la simplicité de celui qui se sait au service d'une cause qui le dépasse. Il parle avec la franchise brutale de celui qui n'a rien à perdre parce qu'il a tout misé sur la survie de son peuple. Cette authenticité résonne puissamment auprès de la jeunesse africaine. Partout sur le continent, de Dakar à Nairobi, de Lagos à Kinshasa, les jeunes Africains voient en lui ce qu'ils voudraient être. Libre, fier, déterminé. Ils voient en lui la démonstration que l'Afrique n'a pas besoin de sauveurs blancs, qu'elle possède en elle-même toutes les ressources nécessaires à son émancipation. Ils voient en lui la preuve qu'on peut dire non aux dictats néocoloniaux et survivre, qu'on peut choisir ses alliés en fonction de ses intérêts et non par soumission historique, qu'on peut construire son propre modèle de développement sans singer servilement les modèles occidentaux. La jeunesse africaine est fatiguée des discours convenus. Elle a compris que les institutions internationales créées après la Seconde Guerre mondiale ne travaillaient pas pour l'émancipation de l'Afrique, mais pour la perpétuation d'un ordre mondial qui maintient le continent dans une position subalterne. Elle a compris que la démocratie imposée de l'extérieur, avec ses élections truquées et ses oppositions achetées, n'est souvent qu'un théâtre destiné à légitimer la prédation. Elle a compris que le développement ne viendra pas de l'aide internationale conditionnée, mais de la mobilisation des ressources locales, de la transformation sur place des matières premières, de la création de chaînes de valeur africaines. Ibrahim Traoré incarne cette rupture générationnelle. Il représente cette Afrique qui refuse désormais de s'excuser d'exister, qui refuse de quémander sa place au banquet des nations, qui refuse de courber les chines devant les héritiers de ceux qui l'ont pillé pendant des siècles. Son silence face aux pressions, son calme face aux menaces, sa détermination face aux obstacles, font de lui un symbole vivant de cette dignité retrouvée. Mais le chemin de la souveraineté est semé d'embûches. Les ennemis du progrès africain sont nombreux, puissants, déterminés. Ils ne renoncent jamais facilement à leurs privilèges. Depuis que le Burkina Faso a décidé de reprendre le contrôle de ses ressources naturelles, de renégocier les contrats léonins avec les multinationales minières, de diversifier ses partenariats internationaux, les pressions se sont multipliées. Les médias occidentaux ont soudainement découvert que le Burkina Faso avait des problèmes de droits humains, comme si ces problèmes n'existaient pas avant, comme si les régimes précédents plus dociles n'étaient pas infiniment plus corrompus et répressifs. La machine médiatique internationale s'est mise en branle pour dépeindre Traoré comme un dictateur en devenir, un militaire dangereux, un allié des puissances hostiles à l'Occident. Cette mécanique est bien rodée. Elle a servi à justifier des interventions militaires, des sanctions économiques, des déstabilisations orchestrées. Elle a servi à renverser Kadhafi, à détruire la Libye, à plonger des pays entiers dans le chaos. Elle sert maintenant à isoler les dirigeants africains qui refusent de jouer le jeu. Mais Ibrahim Traoré a choisi le silence face à ces attaques. Non pas le silence de la peur, mais celui de la dignité. Il n'entre pas dans les polémiques stériles. Il ne justifie pas chaque décision devant des médias hostiles par principe. Il ne cherche pas l'approbation de ceux qui n'ont jamais eu d'autre objectif que de maintenir l'Afrique dans la dépendance. Il travaille, il mobilise, il construit. Il laisse les actes parler plus fort que les mots. Ce silence stratégique déstabilise ses adversaires. Ils sont habitués à des dirigeants africains qui se précipitent pour se justifier, pour rassurer, pour promettre qu'ils resteront dans le rang. Ils sont habitués à la servilité déguisée en diplomatie. Face à un homme qui refuse ce jeu, qui assume ses choix, qui préfère la cohérence à la popularité internationale, ils perdent leurs repères. Le silence du capitaine devient alors une arme redoutable, car il force chacun à se positionner, à révéler ses vraies intentions, à montrer son vrai visage. Les défis intérieurs ne sont pas moins considérables. Construire un État souverain dans un contexte de violence terroriste demande des sacrifices immenses. Des jeunes Burkinabés tombent chaque jour au front, défendant leur village contre des groupes armés qui massacrent au nom d'idéologies importées. Des familles pleurent leurs morts. Des régions entières vivent dans l'insécurité. La tentation serait grande de céder au découragement, de revenir aux solutions faciles, d'appeler à l'aide les anciennes puissances tutélaires. Mais Traoré a compris que céder maintenant signifierait perdre définitivement la bataille de la souveraineté. Il a compris que les solutions externes ne résoudront jamais les problèmes internes, parce que ces solutions viennent toujours avec des conditions qui perpétuent la dépendance. Il a choisi la voie difficile, mobiliser les Burkinabés eux-mêmes, créer des milices d'autodéfense villageoises, former massivement des soldats, diversifier les sources d'armement, pour ne plus dépendre d'un seul fournisseur qui peut couper le robinet à tout moment. Cette stratégie de résilience nationale exige un sacrifice collectif. Elle demande que chaque Burkinabé
se sentent responsables du destin commun. Elle demande que la jeunesse africaine comprenne que la liberté a un prix, que la souveraineté n'est pas gratuite, que l'indépendance véritable se conquiert et se défend chaque jour. Et contrairement à ce que prédisaient les experts autoproclamés, le peuple burkinabé a répondu présent. Des milliers de jeunes se sont engagés dans les forces de défense. Des femmes ont rejoint les rangs des combattants. Des civils ont accepté de protéger leur village. Cette mobilisation populaire peut être la plus grande victoire de Traoré, avoir redonné à un peuple la conviction qu'il peut écrire sa propre histoire. Levez-vous maintenant, où que vous soyez sur ce continent ou dans sa diaspora. Comprenez que le combat du Burkina Faso est votre combat, que la dignité d'Ibrahim Traoré doit inspirer votre propre dignité, que le silence du capitaine doit résonner dans votre propre détermination à ne plus accepter l'inacceptable. Partagez ce message avec 10 personnes, aujourd'hui. Faites circuler cette vérité que les médias mainstream refusent de diffuser. L'héritage spirituel du capitaine dépasse les frontières du Burkina Faso. Il touche quelque chose de profond dans l'âme africaine. Cette part de nous qui n'a jamais vraiment accepté la domination, qui a résisté durant les siècles d'esclavage, qui a combattu durant les décennies de colonisation, qui a survécu aux années de néocolonialisme. Cette étincelle de résistance, transmise de génération en génération, trouve en Ibrahim Traoré un nouveau porteur de flamme. Son message à la jeunesse africaine est clair. Vous n'êtes pas condamnés à subir. Vous n'êtes pas des victimes éternelles de l'histoire. Vous êtes les héritiers d'une civilisation millénaire qui a donné au monde ses premières universités, ses premiers royaumes organisés, ses premières œuvres d'art monumentales. Vous êtes les descendants de guerriers qui ont résisté aux envahisseurs, de sages qui ont préservé les connaissances ancestrales, de bâtisseurs qui ont érigé des empires prospères. Cette grandeur est en vous. Elle attend simplement que vous la reconnaissiez, que vous la revendiquiez, que vous la manifestiez. La fierté africaine n'est pas de l'arrogance. C'est simplement le refus de l'humiliation permanente. C'est la reconnaissance que l'Afrique a sa place parmi les nations, non pas comme supplétive ou comme réservoir de matières premières, mais comme actrice à part entière de l'histoire humaine. Cette fierté a été étouffée pendant des siècles par ceux qui avaient intérêt à maintenir les Africains dans un sentiment d'infériorité. Elle renaît aujourd'hui portée par des figures comme Ibrahim Traoré qui démontrent par leur exemple qu'un autre chemin est possible. Le message spirituel du capitaine transcende les religions. Il parle à l'âme profonde de l'humanité, à cette part de nous qui aspire à la justice, à la liberté, à la dignité. Il rappelle que l'être humain n'est vraiment libre que lorsqu'il refuse de se soumettre à l'injustice, que lorsqu'il choisit la cohérence plutôt que le confort, que lorsqu'il accepte de payer le prix de ses convictions. Dans un monde dominé par l'opportunisme et le cynisme, cette intégrité morale est en elle-même révolutionnaire. Les jeunes Africains qui regardent Traoré ne voient pas un saint. Ils voient un homme de leur génération, avec ses limites, ses doutes être, ses erreurs possibles. Mais ils voient surtout quelqu'un qui a eu le courage de se lever quand il aurait pu rester assis, qui a eu l'audace de parler quand il aurait pu se taire, qui a eu la force de maintenir le cap quand les vents contraires soufflaient de toutes parts. Et ce courage ordinaire dans des circonstances extraordinaires est infiniment plus inspirant que l'héroïsme mythologique des figures lointaines. L'héritage que construit Ibrahim Traoré aujourd'hui survivra bien au-delà de son passage au pouvoir. Que son leadership dure des mois ou des décennies, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est qu'il a montré qu'une autre voie existe. Il a démontré qu'on peut gouverner l'Afrique sans demander la permission aux anciennes métropoles coloniales. Il a prouvé qu'on peut mobiliser un peuple autour de valeurs plutôt qu'autour de la corruption et du clientélisme. Il a illustré que la dignité peut être une politique, que le silence peut être éloquent, que la jeunesse africaine peut prendre son destin en main. Cette graine semée germera longtemps après lui. Elle germera dans les universités où les étudiants débattent passionnément d'une nouvelle vision pour l'Afrique. Elle germera dans les casernes où les jeunes officiers rêvent de servir leur peuple plutôt que des intérêts étrangers. Elle germera dans les villages où les paysans commencent à comprendre que leur pauvreté n'est pas une fatalité, mais le résultat de politiques qui peuvent être changées. Elle germera dans la diaspora où les Africains cessent d'avoir honte de leurs origines et commencent à investir dans le développement de leur continent. Le panafricanisme que porte Traoré n'est pas celui des discours creux et des sommets sans lendemain. C'est un panafricanisme pragmatique, concret, orienté vers l'action. C'est celui qui construit des routes reliant les capitales africaines, qui facilite la libre circulation des personnes et des biens, qui harmonise les politiques économiques, qui mutualise les moyens de défense. C'est celui qui transforme l'unité africaine de slogan en réalité tangible. Cette vision demande du temps, de la patience, de la persévérance. Les obstacles sont immenses, les intérêts contraires sont puissants,
Les habitudes de division sont profondément ancrées. Mais l'histoire enseigne que les grandes transformations commencent toujours par quelques individus qui osent rêver différemment, qui refusent le fatalisme ambiant, qui maintiennent le cap malgré les tempêtes. Ibrahim Traoré est l'un de ces individus. Il n'est pas seul. Partout en Afrique, une génération se lève qui refuse l'ordre ancien. Des jeunes entrepreneurs qui créent des solutions technologiques africaines. Des artistes qui racontent les histoires africaines avec fierté. Des intellectuels qui déconstruisent les narratifs néocoloniaux. Des activistes qui mobilisent pour la justice sociale. Des paysans qui expérimentent l'agroécologie. Cette constellation de résistance créative forme un mouvement profond, irrésistible, qui transformera l'Afrique dans les décennies à venir. Le silence du capitaine résonne dans ce mouvement comme un appel silencieux à l'action. Il ne dit pas aux gens quoi faire. Il ne leur impose pas une idéologie rigide. Il montre simplement un chemin, une possibilité, une attitude. Il dit « Vous aussi, vous pouvez refuser. Vous aussi, vous pouvez choisir la dignité. Vous aussi, vous pouvez construire quelque chose de neuf, plutôt que d'accepter passivement l'héritage toxique du passé. » Cette invitation s'adresse particulièrement à la jeunesse africaine, qui représente désormais la majorité de la population du continent. Cette jeunesse dynamique, éduquée, connectée au monde, constitue le plus grand atout de l'Afrique. Mais elle sera aussi sa plus grande source de frustration si elle ne trouve pas d'opportunités, de perspectives, de raisons d'espérer. Le choix est clair. Soit cette jeunesse migre massivement vers d'autres horizons en quête d'un avenir meilleur, soit elle reste pour construire cet avenir sur sa propre terre. Ibrahim Traoré plaide pour la seconde option. Il dit à cette jeunesse « Votre place est ici, sur cette terre qui vous a vu naître, parmi ce peuple qui est le vôtre, non pas par obligation morale ou par culpabilité, mais parce que c'est ici que vous pouvez avoir le plus grand impact, c'est ici que votre énergie est le plus nécessaire, c'est ici que vous pouvez participer à une aventure historique qui marquera les siècles à venir. Le temps est venu de passer à l'action concrète. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous sentez qu'une transformation est nécessaire, alors devenez vous-même un agent de cette transformation. Commencez par les petits gestes. Achetez africain quand c'est possible. Soutenez les entrepreneurs locaux. Apprenez votre histoire véritable. Transmettez la fierté africaine à la génération suivante. Puis, élargissez votre action. Engagez-vous dans votre communauté. Créez des initiatives qui résolvent des problèmes concrets. Inspirez d'autres à rejoindre le mouvement. Et ensemble, nous bâtirons cette Afrique nouvelle que nous appelons de nos vœux. Dans les bureaux feutrés des capitales occidentales, des stratèges observent avec inquiétude ce qui se passe au Burkina Faso. Ils comprennent que quelque chose est en train de changer, que le vieux système de contrôle montre ses limites, que de nouvelles alliances se dessinent qui échappent à leur emprise. Ils tentent de minimiser, de ridiculiser, de diaboliser, mais au fond, ils savent que l'histoire est en mouvement, que les peuples africains ne se satisferont plus des miettes, que le rapport de force est en train de se rééquilibrer. Le silence d'Ibrahim Traoré face à cette agitation occidentale peut être sa plus grande force. Il ne cherche pas à convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Il ne perd pas son temps à répondre à chaque attaque médiatique. Il avance, simplement, méthodiquement, en s'appuyant sur son peuple et sur les alliés qui partagent véritablement sa vision. Cette économie d'énergie, cette concentration sur l'essentiel, cette indifférence à l'opinion des anciens maîtres, est en soi une forme de libération. Car c'est bien de libération qu'il s'agit. Libération économique d'abord, par le contrôle des ressources naturelles et la transformation locale des matières premières. Libération politique ensuite, par la capacité de prendre des décisions souveraines sans demander l'autorisation à des puissances extérieures. Libération culturelle enfin, par la réappropriation des narratifs, la valorisation des langues africaines, la célébration des héritages civilisationnels du continent. Cette triple libération ne se fera pas du jour au lendemain. Elle demandera des générations, elle connaîtra des avancées et des reculs, elle exigera des sacrifices et de la ténacité. Mais elle est en marche, portée par des millions d'Africains qui refusent désormais le statu quo. Le capitaine Ibrahim Traoré est l'un des visages de ce mouvement historique, mais il n'est qu'un visage parmi d'autres. L'essentiel est que le mouvement lui-même devienne irrésistible, qu'il transcende les individus, qu'il s'inscrive dans la longue durée. En ces temps troublés où le monde semble vaciller, où les anciennes certitudes s'effondrent, où de nouveaux équilibres se cherchent, l'Afrique a l'opportunité de définir ses propres termes, de négocier sa place dans le nouvel ordre mondial, en construction. Cette opportunité ne se représentera peu, être pas de sitôt. C'est maintenant que se joue l'avenir des prochaines décennies. C'est maintenant que se décide si l'Afrique restera la périphérie exploitée du système mondial, ou si elle deviendra enfin un acteur respecté et écouté.
Le silence du capitaine Ibrahim Traoré porte en lui cette conscience aiguë du moment historique. Il sait que ses décisions engagent non seulement le Burkina Faso d'aujourd'hui, mais l'Afrique de demain. Il sait que chaque compromission affaiblirait le message, que chaque reculade découragerait ceux qui croient en une autre voie possible. Alors il tient bon, même quand c'est difficile, même quand la pression est forte, même quand la solitude du leadership pèse lourdement sur ses épaules. Cette détermination inspire. Elle rappelle que l'histoire n'est jamais écrite d'avance, que les peuples peuvent choisir leur destin s'ils trouvent le courage de le faire, que la volonté politique peut déplacer des montagnes quand elle est au service d'une cause juste. Le capitaine ne prétend pas avoir toutes les réponses. Il ne se présente pas comme un sauveur providentiel. Il propose simplement une direction, une éthique, une manière d'être au monde qui rompt avec des décennies de soumission. Et tandis que le soleil se lève sur le Sahel, éclairant les terres ancestrales du Burkina Faso, une nouvelle génération s'éveille à la conscience de sa propre puissance. Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui regardent le capitaine Traoré ne veulent pas le copier servilement. Ils veulent comprendre ce qui rend possible cette attitude de dignité, ce qui nourrit cette force tranquille, ce qui alimente cette détermination inébranlable. Et en comprenant, ils découvrent leur propre capacité à dire non, leur propre pouvoir de résistance, leur propre potentiel de transformation. L'Afrique ne sera pas sauvée par un homme providentiel. Elle sera transformée par des millions d'individus qui, chacun à son niveau, choisiront la voie de la dignité plutôt que celle de la facilité. Le message du capitaine est universel dans son essence. Soyez debout plutôt qu'à genoux, soyez acteurs plutôt que spectateurs, soyez fiers plutôt qu'honteux de qui vous êtes et d'où vous venez. Cette philosophie simple mais radicale contient en elle la graine de toutes les révolutions véritables, car la révolution authentique ne commence pas dans les rues avec des armes. Elle commence dans les consciences quand un peuple cesse de croire aux mensonges qu'on lui a répétés pendant des générations, quand il se réapproprie sa propre histoire, quand il redécouvre sa propre valeur. Le silence du capitaine est donc, paradoxalement, extrêmement éloquent. Il dit tout ce qui doit être dit, sans prononcer les mots que ses adversaires pourraient retourner contre lui. Il montre par l'exemple, plutôt que par le discours. Il laisse les actes parler plutôt que les promesses. Et dans un monde saturé de paroles creuses et de propagande sophistiquée, cette authenticité brute résonne avec une puissance particulière. Alors que ces lignes touchent à leur fin, que votre cœur garde vivante cette flamme qui vient d'être allumée. Le combat pour la dignité africaine ne s'arrêtera pas avec la fin de ce texte. Il continue chaque jour, dans chaque choix que vous faites, dans chaque position que vous prenez, dans chaque action que vous menez. Le capitaine Ibrahim Traoré vous montre le chemin, mais c'est vous qui devez le parcourir. C'est vous qui devez transformer l'inspiration en action, l'émotion en engagement, le rêve en réalité. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne qui porte la voix de l'Afrique libre. Partagez massivement ce message avec tous ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités. Activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui nourrira votre conscience panafricaine. Et surtout, sortez de l'espace virtuel pour agir dans le monde réel, car c'est là que se gagne la véritable bataille, dans les actions concrètes, dans les initiatives courageuses, dans les choix quotidiens qui, additionnés par millions, transformeront ce continent. Le silence du capitaine résonne maintenant comme un appel silencieux à votre propre grandeur. Répondez à cet appel, levez-vous et construisons ensemble cette Afrique digne, fière et souveraine dont rêvaient nos ancêtres et que méritent nos enfants.